Cette station de métro au centre de Moscou porte le nom de Place de la Révolution, une appellation qui rappelle la prise de pouvoir en Russie par les bolcheviks en octobre 1917. Pour les idéologues du communisme, la Révolution d'octobre était la promesse d'un avenir radieux. Un monde nouveau et merveilleux allait voir le jour, peuplé d'hommes et de femmes eux aussi nouveaux et parfaits. Les hommes de l'ancien ordre mondial n'y auraient pas leur place. Pour cela, il faut créer une nouvelle race d'humains. L'homme doit lui aussi faire l'objet d'une métamorphose révolutionnaire. De nombreux scientifiques partagent cette idée. L'enthousiasme ambiant les encouragera à mener des expériences singulières. Le nouveau régime bolchevique s'est retrouvé face à de grandes difficultés. Comment propulser un pays pauvre et sous-développé dans le XXe siècle et dans une nouvelle ère technologique? Pour les bolcheviks, le recours à la technologie et aux sciences était la solution pour résoudre tous les problèmes de la Russie. La technologie et les sciences allaient de conquête en conquête. C'était presque de la magie. Et c'est cela qui devait permettre de créer l'homme nouveau. L'attention de nombreux chercheurs se tourne vers l'eugénisme, une théorie qui entend améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. À Moscou et dans d'autres grandes villes russes, plusieurs associations eugénistes sont créées. Le précurseur de ce mouvement nouveau sera Nikolai Kaltsov, fondateur de l'Institut de biologie expérimentale de Moscou. Pour Kaltsov, l'eugénisme était nécessaire à l'évolution de l'humanité. Il devait permettre d'améliorer l'Homo sapiens, l'homme doué d'intelligence, et de créer un Homo sapientissime, un homme supérieurement intelligent, qui correspondrait aux objectifs idéologiques des années 20, à savoir la création d'un homme nouveau. Pour ce faire, l'URSS va développer un eugénisme socialiste afin de déceler les meilleures caractéristiques héréditaires de sa population et de les améliorer. Les pionniers de cette théorie nouvelle se doutent que cela prendra beaucoup de temps. Des scientifiques commencent à étudier les arbres généalogiques d'écrivains et de chercheurs célèbres. Ils analysent les maladies héréditaires, donnent des conférences et publient des revues. Car ils veulent convaincre la population du bien fondé de l'eugénisme. Ils espèrent ainsi que les soviétiques, au moment de choisir leur partenaire de vie et de concevoir des enfants, seront soucieux de l'amélioration de leur patrimoine héréditaire. À terme, cela doit permettre de créer la société parfaite, composée d'hommes et de femmes sans défaut. Une société parfaite, composée d'êtres parfaits. Au cours des années 20, plusieurs procédés sont expérimentés dans ce but. Pour Alexandre Bogdanov, un médecin russe, révolutionnaire et philosophe, le moyen le plus rapide et le plus naturel de créer cette société nouvelle résiderait dans l'échange de sang. Cette idée de transfusion réciproque de sang que Bogdanov a développée dans les années 20, il l'avait déjà abordée dans un roman de science-fiction, L'Étoile rouge, qu'il avait écrit en 1908. Ce roman est d'ailleurs l'un des premiers romans de science-fiction publiés en Russie. L'intrigue de l'Étoile rouge se déroule sur Mars, où le communisme a triomphé.
les scientifiques qui ont découvert que l'échange de sang permettait de régénérer le corps humain. Ainsi, les habitants de Mars sont unis par une fraternité sanguine et ont presque atteint l'immortalité. Bogdanov a effectué ses premières expériences dans les années 20. Comme à ses débuts, il ne disposait pas d'un institut, il faisait ses expériences avec des amis ou avec des proches. Il a notamment échangé son sang avec sa femme. Les réunions des premiers adeptes de la transfusion sanguine attirent l'attention de la police secrète. Bogdanov et ses partisans sont arrêtés, puis relâchés, quand il s'avère qu'ils ne constituent aucun danger pour le régime. Bogdanov pensait que le sang pouvait être une source de santé et de rajeunissement. C'était une idée géniale. Pour lui, la défense immunitaire contre les maladies se trouvait dans le sang. Et d'après le niveau de connaissance de l'époque, il avait parfaitement raison. Bogdanov possédait des connaissances dans des domaines très différents, la médecine, la philosophie, mais aussi les sciences sociales. Il était persuadé que l'échange de sang entre les jeunes gens et les personnes âgées, et entre les malades et les bien portants, pouvait donner des résultats. Dès ses premières expériences, Bogdanov est convaincu d'avoir découvert le procédé qui permettra de renouveler l'être humain. Il imagine une société où jeunes et vieux échangeraient leur sang en permanence, créant ainsi une chaîne biologique entre les générations. Le musée Darwin à Moscou est l'un des plus grands musées d'Europe. Inauguré en 1907, il jouit d'une extrême popularité au cours des années 20. Les visiteurs affluent en grand nombre. Rien d'étonnant à cela, la théorie de l'évolution de Charles Darwin est compatible avec la vision marxiste du monde. Mais dans la théorie de Darwin, le chaînon reliant l'homme au singe fait défaut. La recherche de ce chaînon manquant sera l'une des missions de la science socialiste. En décembre 1924, le commissariat du peuple reçoit une note inhabituelle. Le professeur Ilya Ivanov se propose de croiser un humain avec un singe pour créer un être hybride. Ivanov, un zoologue de renom, a développé un procédé d'insémination artificielle pour des animaux domestiques, notamment pour les chevaux. Sa méthode a permis de donner naissance à quelques hybrides, comme le zébroïde, né d'un croisement entre le zèbre et le cheval. Pour Ivanov, le passage de la zootechnie à l'anthropotechnie était une étape importante dans l'avancée de cette nouvelle science. S'il était possible d'inséminer une vache ou une jument, alors il devait être possible d'inséminer une femme ou une femelle chimpanzé. Ivanov avait conçu cette idée bien avant la Révolution, mais il n'a jamais osé l'évoquer publiquement. Il craignait la réprobation de l'Église, très influente dans la Russie tsariste. Dans les années 20, le nouveau pouvoir est en guerre contre la religion. L'heure d'Ivanov a sonné. Ivanov a très vite compris qu'il pourrait utiliser les bolcheviks pour arriver à ses fins et pour mettre ses idées en pratique, chose qui aurait été tout à fait impossible dans la Russie tsariste. La réalisation du projet s'annonce pourtant difficile, son financement étant insuffisant. Mais Ivanov est un homme persévérant et il parvient à convaincre plusieurs hauts fonctionnaires du parti de l'intérêt du futur hybride. Personne ne sait si son projet a été accepté pour des raisons scientifiques ou pour des raisons idéologiques. En revanche, il semble que l'armée se soit intéressée aux hybrides pour tester de nouveaux poisons. Leur affectation à des travaux pénibles et dangereux a également été envisagée.
Ivanov avait un rêve dont il ne parlait jamais ouvertement, mais auquel il faisait souvent allusion. Il voulait le prix Nobel. Et de fait, si son expérience avait réussi, elle aurait constitué une véritable révolution anthropologique. Ivanov veut mener ses premières expériences en Afrique dans l'environnement naturel des singes. Il monte une expédition pour laquelle le gouvernement soviétique lui accorde une subvention de 15 000 $ américains, une somme considérable pour l'époque. Ivanov s'embarque pour l'Afrique. Le prix Nobel se rapproche. Le seul lauréat d'un prix Nobel vivant en Russie est le physiologiste Ivan Pavlov. Son autorité scientifique est intacte, mais dans les années suivant la Révolution, il est persécuté par le gouvernement bolchevique et connaît d'importantes difficultés financières. L'argent de son prix Nobel a été saisi, et lors d'une perquisition, on lui a confisqué sa médaille d'or de l'Académie Nobel. Pavlov était assez critique vis-à-vis du nouveau pouvoir bolchevique. La révolution ne lui disait rien qui vaille. Il aimait l'ordre et la discipline, or, après la révolution, la Russie était en proie au chaos. Les gens avaient faim et lui-même ne trouvait plus de bois pour chauffer ses laboratoires. Pour lui, tout cela était la preuve que la Russie était tombée dans la barbarie. Pavlov a d'ailleurs menacé de quitter le pays. C'était une menace rhétorique, mais les soviétiques l'ont prise au sérieux. Ils voulaient que Pavlov reste en URSS. C'était une question de prestige, et le gouvernement a réagi très vite. Lénine a nommé une commission spéciale chargée de rééditer ses publications et de fournir de nouveaux équipements à ses laboratoires. Pavlov a obtenu tout ce qu'il voulait. Le pouvoir voulait montrer qu'un lauréat de prix Nobel bénéficiait de bonnes conditions de travail en Russie. Mais cela ne réconcilie pas pour autant Pavlov avec le nouveau gouvernement. En avril 1924, lors d'une conférence à Saint-Pétersbourg, il critique vivement les idées de Lénine, pour qui la conquête du pouvoir justifie la terreur et la violence. Pavlov estime que la terreur, associée à la famine, risque de conditionner le peuple à la soumission, l'amener à développer un réflexe de servitude. Une affirmation qui pèse lourd car les théories scientifiques de Pavlov sont reconnues dans le monde entier. Pavlov est devenu célèbre grâce à ses travaux sur ce que nous appelons le réflexe conditionné. Nous sommes tous plus ou moins conditionnés. Quand nous entendons la cloche de midi, nous avons l'eau à la bouche. Pavlov a étudié ce phénomène avec des chiens. Il a mesuré combien de salive ils produisaient. Il a aussi analysé les conditions dans lesquelles ce type de réflexe apparaissait et comment les faire régresser. Lors de ses recherches, Pavlov constate que la conjonction de plusieurs stimuli extérieurs permet de juguler ce qu'il appelle le réflexe de liberté inné du chien et inversement de lui inculquer un réflexe de peur et de soumission. Le même mécanisme pourrait ainsi s'appliquer à l'homme. Pavlov savait parfaitement que ses observations sur les animaux n'étaient qu'une première étape dans la connaissance du psychisme. L'homme et l'animal ont beaucoup de points communs, mais aussi de grandes différences entre eux. Selon Pavlov, de nombreux comportements constatés chez les animaux existent également chez l'homme. En revanche, dans le domaine des relations sociales, extrapoler des comportements lui apparaissait nettement plus douteux. Il était extrêmement prudent sur ce point. Pavlov affirme publiquement que le comportement humain pourrait être modifié par la dictature du prolétariat. Léon Trotsky, l'un des grands idéologues du communisme, s'empresse de lui faire la leçon. Non, la théorie du réflexe conditionné ne s'applique pas aux lois de la vie sociale. Et les découvertes scientifiques obtenues par l'étude des chiens ne doivent pas se transposer à la société humaine. Janvier 1924.
l'Empire soviétique est ébranlé par la mort de Lénine. La polémique, jusqu'ici théorique, sur la création de l'homme nouveau, prend une autre dimension. Dans la Russie soviétique de 1924, l'homme nouveau existait déjà. Il était incarné par Vladimir Ilitch Lénine. À sa mort, la question s'est posée, nous avons perdu Lénine. Allons-nous perdre les autres camarades du parti? Regardez l'élite de notre parti. Regardez nos vieux bolcheviks, ceux de la Révolution d'octobre. Ils portent tous les signes d'un vieillissement prématuré. La médecine moderne ne peut-elle vraiment pas enrayer ce vieillissement? Certains se souviennent d'Alexandre Bogdanov et de son ambition de rajeunir les humains par des transfusions sanguines. En 1926, le gouvernement lui confie la direction du premier institut de transfusion sanguine. L'institut est établi dans la demeure d'un commerçant exproprié au centre de Moscou. Le bâtiment abrite actuellement l'ambassade de France. Aujourd'hui, plus rien ne rappelle les recherches menées dans ces locaux. Bogdanov et ses collaborateurs commencent par restaurer les intérieurs laissés à l'abandon. Puis, ils installent leurs appareillages et organisent l'accueil des patients. Ensuite, ils se sont lancés dans la détermination des groupes sanguins. La Russie n'avait jamais eu un institut de ce genre. Il a fallu le créer de toutes pièces et élaborer des protocoles de transfusion sanguine. Bogdanov a proposé de pratiquer des transfusions aux individus en état d'épuisement. C'était une idée très pertinente. Rappelez-vous les photos des gens de cette époque. Ils étaient très maigres. Ils avaient presque tous la tuberculose. La plupart étaient en état de sous-alimentation. Bogdanov met l'accent sur les échanges sanguins entre sujets de différentes générations. Selon lui, les transfusions de sang jeunes rajeuniraient les vétérans de la Révolution d'octobre, en leur apportant une énergie nouvelle. Inversement, la jeunesse soviétique améliorera ses défenses naturelles grâce à l'immunité dont bénéficieraient les plus anciens. Il a établi des listes sur lesquelles il notait les différentes catégories de professions et d'âge qui participeraient aux transfusions sanguines. Malheureusement, les cures de rajeunissement étaient surtout fréquentées par des personnes âgées. Convaincre des donneurs jeunes n'est pas simple, d'autant que des rumeurs circulent, selon lesquelles le sang soutiré à la jeunesse servirait à ressusciter Lénine. Bogdanov ne se soucie pas des racontards. Il continue à développer ses méthodes de transfusion sanguine et effectue sur lui-même les expériences les plus dangereuses. À l'automne 1926, le professeur Ilya Ivanov et son fils, étudiant en biologie, arrivent à Conakry, capitale de la Guinée française. Leur but ? Capturer des singes arrivés à maturité sexuelle pour procéder à une tentative de croisement. Mais le projet s'annonce plus difficile que prévu. Pour capturer des singes, les Africains les piégeaient sur un palmier. Ensuite, ils allumaient un feu et tendaient un filet autour de l'arbre. Lorsqu'un singe tombait, ils l'attrapaient, l'assommaient à coups de bâton et le mettaient en cage. Le problème, c'est que cette technique permettait difficilement d'attraper un chimpanzé mâle. Parce qu'un chimpanzé mâle est un animal très rusé. Après plusieurs tentatives, quelques mâles et 2 femelles sont finalement capturés. L'étape suivante consiste à féconder une femme indigène avec le sperme d'un chimpanzé.
Ivanov espérait pouvoir mener à bien son expérience avec une femme de Conakry. Malheureusement pour lui, aucune femme indigène n'a été volontaire. Pour Ivanov, c'est un demi-échec. Il se concentre alors sur la fécondation de femelles chimpanzés avec du sperme humain. Ivanov n'a jamais dit d'où venait le sperme. Et on imagine bien que le donneur était son fils. Ivanov a donc testé sa méthode en inséminant du sperme humain à 2 singes femelles. Ces 2 femelles s'appelaient Babette et Civette. Ensuite, il est rentré en Union soviétique avec elles. Le voyage du retour est long et pénible. La plupart des singes arrachés à leur milieu naturel décèdent des suites d'infections diverses. Babette et Civette réussissent à atteindre l'Union soviétique, mais meurent un mois plus tard. L'autopsie établira que leur fécondation avait échoué. Pour Ivanov, l'expérience n'était pas terminée pour autant. Le fait qu'il n'ait pas réussi à générer une descendance une fois ne signifiait pas qu'il n'y arriverait jamais. Pendant le séjour d'Ivanov en Guinée, un nouveau laboratoire destiné à ses futurs travaux avait été construit à Soukoumi, sur les rives de la mer Noire. Ce laboratoire allait accueillir de nouvelles expériences avec des singes d'espèces variées et plus nombreux. Ce site doit permettre de poursuivre les travaux en vue de la création d'un hybride. Les soviétiques sont convaincus d'être les seuls au monde capables de mener à bien un tel projet. À Moscou, le rêve d'Alexandre Bogdanov d'une fraternité de sang universel semble commencer à se réaliser. Le 2 juin 1926, son institut accueille son premier patient. Au cours de cette même année, ses collaborateurs effectuent quelques 200 transfusions sanguines. Bogdanov se soumet lui-même à 11 d'entre elles. Pour plaisanter, il se décrit comme le directeur cobaye. Chaque transfusion lui laisse la sensation d'un regain d'énergie et de santé. À mon avis, l'effet ressenti était en partie subjectif, même s'il est possible qu'il se soit vraiment senti en meilleure forme après les transfusions. Lors d'une transfusion totale, on vous vide de votre sang et on vous remet du sang neuf. Donc, en retirant son sang au patient, on lui a ôté toutes les toxines qu'il contenait. Et puis on lui a injecté du sang étranger, exempt de toxines. Ça explique que Bogdanov se soit senti mieux. C'est un phénomène très connu. À l'Institut, les jeunes gens, étudiants ou ouvriers, sont de plus en plus nombreux. Au début de l'année 1928, un dénommé Koldomassov se présente. Il est étudiant en géophysique et souffre de la tuberculose. Pour le guérir, Bogdanov décide d'échanger son sang avec lui. Il espère que son immunité à la tuberculose se transmettra à Koldomassov. Mais cette 12e transfusion lui sera fatale. Bogdanov est mort, mais Koldomassov, avec lequel Bogdanov avait échangé son sang, a vécu très vieux. Il est mort à 87 ans. La transfusion l'a totalement guéri de sa maladie. Cela montre bien que les possibilités de la transfusion sanguine étaient encore totalement inexplorées et que ce procédé ouvrait la porte à toutes sortes d'hypothèses. La mort de Bogdanov est vraisemblablement une conséquence de l'incompatibilité Rhésus, qui ne sera découverte qu'en 1940. Après la mort d'Alexandre Bogdanov, l'Institut de transfusion sanguine est rebaptisé à son nom. En revanche, les expériences de transfusion de sang sont arrêtées. Quelques années plus tard,
les idées de Bogdanov sur la fraternité sanguine et la régénération de l'humanité seront déclarées anti-soviétiques. À Soukoumi, au printemps 1929, Ilya Ivanov se lance dans une nouvelle série d'expériences. Mais pas sans mal. L'Académie des sciences à Moscou doute du succès de son projet. Après d'âpres négociations, Ivanov est parvenu à convaincre les instances décisionnaires de le laisser poursuivre ses travaux sur l'hybridation. Cette fois, il se concentre sur l'insémination de plusieurs femmes avec du matériel séminal prélevé sur des primates. Il fait acheminer à Soukoumi plusieurs espèces de singes, babouins, chimpanzés, orang-outans. Des documents de cette époque ont été retrouvés. Ils proviennent sans doute des hautes sphères du pouvoir. Ces documents suggéraient de recruter non pas des femmes attirées par le gain, donc guidées par des motivations immorales, mais des candidates volontaires décidées à contribuer à la recherche soviétique. On a proposé à ces femmes une pension d'1 an ou d'1 an et demi. Elles percevaient également un revenu de 150 roubles par mois, ce qui correspondait à un salaire d'ingénieur. En revanche, aucune information ne devait filtrer dans la presse. La réserve animalière de Soukoumi a reçu un nombre considérable de candidatures. L'une des postulantes a écrit qu'elle avait vécu une grande tragédie personnelle qui avait ruiné sa vie amoureuse et qu'à présent, elle était disposée à mettre son corps au service d'une expérience aussi remarquable. Et elle ajoutait qu'elle était prête à être la mère d'un être totalement nouveau. Il y avait largement assez de volontaires. Ce qui n'avait pas pu être trouvé officiellement en Guinée, on l'avait trouvé très facilement en Russie. Toutes les conditions de l'expérience sont réunies. Les singes sont dans des enclos et les femmes ont été sélectionnées. On les appelle les collaboratrices préposées aux fonctions spéciales. Mais le climat de Soukoumi est trop rigoureux pour les singes et la plupart meurent d'hypothermie. Comble de malchance, les 2 principaux chimpanzés mâles sont confisqués par le Kremlin et transportés à Moscou. Les protestations d'Ilya Ivanov resteront vaines. L'hôpital du Kremlin avait en effet besoin de 2 chimpanzés pour un autre projet, tout aussi incroyable. Il consistait à greffer les glandes sexuelles de singes sur des hommes. Selon les chirurgiens, une telle transplantation serait susceptible de rajeunir considérablement le corps humain. En cas de succès, l'opération pourrait être menée sur des hauts responsables de l'État. Ilya Ivanov ne parvient à conserver qu'un seul singe mâle, un orang-outan du nom de Tarzan. Mais là aussi, la malchance le poursuit. Tarzan adorait les œufs de poule. Il en mangeait entre 30 et 40 par jour. Et il est mort d'artériosclérose, alors qu'il n'avait que 30 ans. Ivanov comptait donc sur de nouveaux arrivages de singes en provenance de l'étranger, surtout des singes en âge de se reproduire. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment si Ivanov a pu se livrer à d'autres expériences. Selon une première hypothèse, Ivanov ne serait pas parvenu à obtenir de nouveaux singes et serait rentré à Moscou. Selon une deuxième, des inséminations artificielles sur quelques femmes auraient été effectuées, mais elles n'auraient donné lieu à aucune fécondation. Ivanov ne pouvait pas savoir à l'époque qu'une hybridation homme-singe est fondamentalement impossible. La science ne l'a établi que plus tard. À la fin des années 20, le pouvoir au sein du Kremlin change et les partisans d'Ivanov sont limogés. Ce dernier doit faire face à la critique. On lui reproche ses échecs lors de ses expérimentations avec les singes. Sa méthode d'insémination artificielle d'animaux domestiques, qui a pourtant fait ses preuves, est elle aussi remise en question. Pour finir,
Ivanov est dénoncé auprès des services secrets comme ennemi du peuple. Ilya Ivanov a alors été arrêté par la GPU, la police politique. Et l'affaire a pris une tournure très étrange. Ivanov a été accusé d'œuvrer à la restauration du capitalisme en URSS. En 1930, Ivanov, vieillissant, se retrouve en prison. Après 5 mois de détention, il est banni de Moscou et envoyé au Kazakhstan. Peu de temps après, il est cependant gracié. Ivanov envisage alors de retourner à Soukoumi et de poursuivre ses travaux. Mais il tombe malade et décède des suites d'une forte grippe. À Soukoumi, des recherches seront poursuivies, mais elles ne porteront jamais plus sur la création d'hybrides. Dans les années 20, l'Institut de biologie expérimentale de Moscou est au cœur de la recherche scientifique, notamment en matière de génétique et d'eugénisme. Des expériences exceptionnelles y sont réalisées. Les scientifiques parviennent à modifier le sexe des vers à soie et à implanter un deuxième cœur à un batracien. Nikolai Kaltsov, le directeur de l'Institut, interdit les expériences sur les humains. Selon lui, le projet de transformation de l'homme est prématuré. Un avis que ne partagent pas certains de ses chercheurs. Parmi eux, un jeune scientifique prometteur du nom d'Alexandre Serebrovski, qui s'est fait connaître par ses analyses génétiques des volailles domestiques. C'est un défenseur de la méthode d'insémination artificielle d'Ilya Ivanov. En 1929, il publie un article où il développe plusieurs thèses audacieuses. Alexandre Serebrovski proposait entre autres de féconder des femmes avec du sperme d'hommes célèbres, par exemple de grands révolutionnaires. Il proposait également de créer une banque du sperme réservée à ces révolutionnaires, afin de produire, par fécondation artificielle, une descendance de ces grands hommes. D'après lui, il serait possible d'obtenir d'un homme éminent des milliers, voire des dizaines de milliers d'enfants. Cela permettrait d'améliorer rapidement les caractéristiques intellectuelles et morales des générations à venir. Il avait 13 enfants. De ce point de vue, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a accompli son programme très méthodiquement. Il se considérait comme un homme suffisamment doté de qualités pour participer à l'expérience. C'était un scientifique en bonne santé et de grande taille. Serebrovski ne s'embarrasse pas d'état d'âme. Pour lui, les femmes russes devraient être fières d'engendrer de tels enfants. Les villes et les villages devront rivaliser entre eux pour élever le plus grand nombre possible de ces nouveaux humains. Ainsi, Homo sapiens poursuivra son évolution et le pays s'ouvrira rapidement à un futur prometteur. Au milieu des années 20, les idées de Serebrovski sont accueillies avec bienveillance. Mais en 1929, une vague de critiques s'abat sur lui, car l'eugénisme est désormais considéré comme une science réactionnaire. Les théories raciales des fascistes, dont l'influence grandit en Allemagne, discréditent en effet la recherche eugéniste. Mais l'interdiction de l'eugénisme et des recherches biologiques sur l'homme est essentiellement politique. Le nouveau régime autoritaire qui s'est établi en URSS ne reconnaît pas la liberté d'opinion, notamment dans le domaine scientifique. À la fin des années 20, Staline, qui détient presque tous les pouvoirs, se lance dans une œuvre de grande envergure.
Le projet, connu sous le nom de Grand Tournant, engage tout le pays dans une modernisation forcée. Des millions de personnes en subiront les conséquences, notamment les paysans qui seront en grande partie ruinés. La création de l'homme nouveau reste à l'ordre du jour, mais le sens de cette formule a changé. Sous l'ère stalinienne, l'homme nouveau doit être un exécutant docile de la volonté de l'État. Inutile que les scientifiques travaillent à l'amélioration de la nature humaine, puisque l'État s'emploie à présent lui-même à la création de l'homme nouveau. Ses méthodes pour y parvenir sont la terreur, la soumission et le travail forcé. Si le travail a créé l'homme, alors il peut aussi le transformer et faire de lui un homme nouveau. Cette transformation avait lieu dans des camps. Et quand le vieux matériau humain n'était pas assez malléable pour être transformé, il était éliminé. La propagande stalinienne veut faire croire que l'homme soviétique ne peut qu'être heureux, que la population vit dans le meilleur des pays et que le travail forcé pour le socialisme est une tâche héroïque et honorable. J'ai inventé une expression pour désigner cela, les paysages de la jubilation. Des hommes et des femmes souriants et joyeux se promènent dans un univers que l'État s'est totalement approprié. Mais les gens sont tenus de jubiler. Ils sont mal vêtus, mal nourris, tout va mal, mais ils rient. Et pourquoi rient-ils ? Parce que le fait de ne pas rire est un message politique. En URSS, se présenter à une réunion avec la mine triste était interdit. D'une certaine manière, l'expression du visage était elle aussi devenue la propriété de l'État. L'Union soviétique façonne une société nouvelle qui, à son tour, façonnera ses citoyens. Le Parti communiste veut justifier sa politique par des thèses scientifiques. Il les trouvera dans les théories de Pavlov, pour qui le milieu social détermine l'individu. Pavlov a établi que le conditionnement de l'être se faisait par son environnement. Et cette idée épouse parfaitement les théories marxistes qui affirment que l'homme est le produit de son milieu social. Pour Nikolai Boukharine, l'un des grands théoriciens du communisme, les recherches de Pavlov constituent l'arme lourde dans l'équipement de fer de l'idéologie matérialiste. À cette période, Ivan Pavlov vit principalement dans le village de Koltouchi, près de Leningrad, où un nouveau centre de recherche a été créé pour lui. Malgré son isolement, il suit de près l'évolution du pays et n'hésite pas à prendre part au débat. Il écrit « Nous vivons sous le joug d'un système brutal. Seul compte l'autorité de l'État, la personnalité de l'individu n'est plus rien. La vie, la liberté, la dignité, tout est soumis au pouvoir de l'État. Les citoyens n'ont d'autre possibilité que celle de l'obéissance inconditionnelle. » On pardonne au vieil académicien ces déclarations virulentes. Le gouvernement a besoin de lui et de son prestige de chef de file de la science soviétique. Tous les visiteurs illustres de l'étranger sont conduits auprès de Pavlov. Ici, il reçoit le célèbre écrivain anglais Herbert George Wells. Le voici accueillant Hermann Müller, généticien américain de renom et futur lauréat du prix Nobel. Müller s'installera en URSS en 1933. Il deviendra membre de l'Académie des sciences et dirigera un laboratoire de l'Institut de génétique de Leningrad.
Hermann Müller avait des idées de gauche et il avait de la sympathie pour l'Union soviétique. Mais il n'était pas communiste, il avait des idées socialistes. Ivan Pavlov passe toute la journée en compagnie de son hôte américain. Il lui montre ses laboratoires et ses cobayes. Sans doute lui parle-t-il également de Rosa et de Raphaël, ses deux chimpanzés préférés, et de leur exceptionnelle faculté d'apprentissage. Müller tente probablement de sonder Pavlov sur ses opinions quant à l'eugénisme, un sujet qui le passionne à cette époque. Müller considérait que l'Union soviétique disposait des meilleures conditions possibles pour la mise en œuvre d'un projet eugéniste. Il partageait également les idées de Serebrovski sur la fécondation artificielle, la création d'une banque du sperme, etc. Müller est à ce point convaincu de cette idée qu'il écrit une lettre à Staline. Il sait que l'eugénisme est interdit en URSS et il est informé des persécutions subies par Serebrovski. Malgré tout, il garde l'espoir de convaincre Staline que cette théorie peut contribuer à la victoire du socialisme. Comme de nombreux intellectuels de l'Ouest, Müller a une vision peu réaliste de l'Union soviétique et de son chef suprême. En 1935, plus de 900 éminents scientifiques du monde entier arrivent en URSS pour un congrès de physiologie. La manifestation, qui a lieu à Moscou et à Leningrad, a été organisée à l'initiative de Pavlov et avec l'approbation de Staline. Le congrès est un événement politique. C'est aussi un triomphe personnel pour Ivan Pavlov, désigné comme le physiologiste le plus important du monde. Lors de la cérémonie de clôture, Pavlov prononce un discours empreint d'émotion. « Ma vie entière, dit-il, a été consacrée aux expériences. Notre gouvernement est lui aussi un expérimentateur, mais à un niveau bien plus élevé. » Pavlov porte un toast aux grands expérimentateurs sociaux. Le revirement de Pavlov ne manque pas de troubler les esprits. Récemment encore, il critiquait sévèrement le pouvoir, et voilà qu'il en parle en termes dithyrambiques. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Pavlov, en tant que citoyen russe et en tant que patriote, acceptait très mal l'affaiblissement industriel, économique et militaire du pays. Pavlov était un patriote qui estimait que l'ordre revenait sous Staline. L'armée se renforçait, le pays se relevait et retrouvait son prestige d'antan. L'ordre et la discipline étaient de retour, et le gouvernement investissait beaucoup d'argent dans la recherche scientifique. Pavlov a voulu se montrer reconnaissant. Il a reconnu le régime et a eu des termes parfois très élogieux pour le gouvernement de Staline. Pavlov se réjouit de l'ouverture de l'esprit du gouvernement de Staline vis-à-vis de la science. Le pouvoir investit des sommes considérables dans la recherche, bien plus qu'avant la révolution d'octobre. C'est essentiellement cela qui réconciliera Pavlov avec le régime. En revanche, il juge inacceptable l'attitude du pouvoir vis-à-vis de la population. À ses yeux, la terreur et la violence génèrent des réflexes de peur et de soumission. Mais c'est précisément cela que recherche le gouvernement. Les slogans prônant une société équitable ne sont que de la poudre aux yeux destinée aux partisans sincères et loyaux du communisme. Hermann Müller, lui, est toujours fermement convaincu de la victoire finale du communisme. Il en fait part à Staline dans une lettre. Il y ébauche la vision d'une future révolution eugéniste. Il écrit « Beaucoup de mères affranchies des dogmes religieux seront fiers de mélanger leur sang à celui de Lénine ou de Darwin et d'offrir au monde un enfant porteur des caractéristiques biologiques de ces grands hommes. »
Staline ne répond pas à la lettre. Les idées prétendument nouvelles de Hermann Müller n'intéressent pas le dictateur. D'accord pour créer une banque du sperme, mais qui seraient les donneurs? Admettons que nous créions une banque de sperme pour staliniens. Mais comment savoir qui serait encore stalinien d'ici quelque temps? Vous savez comment a débuté l'année scolaire 1937-38? On a demandé aux élèves de rayer sur les photos, à l'encre noire, les visages des gens tombés en disgrâce. Supposons qu'on ait conservé le sperme d'un individu et qu'il s'avère que c'est un ennemi du peuple. Aurait-il fallu le garder? Comment gérer une telle banque s'il faut la renouveler à 50% tous les 2 ou 3 mois? À la fin, le seul sperme restant aurait été celui de Staline lui-même. Mais Staline n'était pas en très bonne santé. Et ensuite, qui fallait-il féconder avec ce sperme? Des ouvrières méritantes? Elles étaient des millions. De plus, Staline était de l'avis que les gens simples devaient s'accoupler avec des gens simples. Inquiet de la répression grandissante, Müller quitte l'URSS en 1936. Dans les années qui suivent, la plupart des scientifiques soviétiques seront victimes de la Grande Terreur. L'État, dont la propagande vantait la création de l'homme nouveau, extermine sa propre population. En février 1936, Ivan Pavlov décède d'une pneumonie, entouré de sa famille et de ses étudiants les plus fidèles. Il est inhumé avec les honneurs militaires, comme un héros national. Son cortège funèbre est suivi par des hauts fonctionnaires et des scientifiques renommés. Dans sa nécrologie, il est écrit « Sa théorie est le blason de la science soviétique ». Après sa mort, les théories de Pavlov ont été élevées quasiment au statut de religion. Dans le reliquaire de l'idéologie soviétique, Pavlov est devenu une icône, juste en dessous de Marx, Engels et Lénine. Ces théories scientifiques serviront à étayer une nouvelle vision de l'homme et de la société. À l'occasion du centenaire de Pavlov, des festivités sont organisées à Moscou et à Leningrad. Elles prennent des allures de congrès du parti. Lors du discours d'ouverture, Sergueï Vavilov, président de l'Académie des sciences du RSS, évoque la théorie de Pavlov. Наше государство строит новое общество на прочнейшей научной основе. В этой основе неотъемлемая часть принадлежит науке Павлова. Слава вождю и другу советского народа, ведущему нас к коммунизму. Слава великому Сталину! De nombreux monuments sont érigés à la mémoire de Pavlov. Il y est presque toujours représenté avec son chien. Au début des années 20, les bolcheviks niaient que les théories de Pavlov établies par l'étude du comportement des chiens pouvaient s'appliquer à la vie en société. Dans les années 30, tout change. Les découvertes de Pavlov sont la base scientifique de la gigantesque expérimentation sociale réalisée dans toute l'URSS en vue de la création du surhomme soviétique. Aujourd'hui, l'héritage de cette époque est encore palpable. Il perdure auprès de nombreux citoyens de l'ex-Union soviétique. Si la création du surhomme soviétique a échoué, le régime communiste est pourtant parvenu en partie à ses fins. Ceux qui ont grandi et vécu en URSS en sont restés marqués à vie. Tous ne sont pas concernés de la même façon.
Mais chez des millions de personnes, la vie dans un système soviétique a généré des réflexes conditionnés dont les effets sont encore perceptibles. Cela a donné naissance à un être appelé Homo Sovieticus. Souhaitons que les générations futures soient épargnées par des phénomènes semblables. La semaine prochaine, un pan méconnu de l'histoire, ou comment le grand moufti de Jérusalem collabora avec les nazis.